Bonjour à tous, vous écoutez le 33e épisode de la saison 2 du podcast We Love Devs. On reçoit aujourd'hui Pierre Cousy, le CTO de Botify. Alors Botify, c'est une future licorne française, une scale-up du Next 40. On a parlé de beaucoup de choses, les parcours de carrière, l'évaluation des collaborateurs, le management, les outils des managers, la culture produit et la culture QA qui est très présente chez Botify, le mix remote et hybride qui est vachement souple et naturel chez eux, la transparence des salaires également. Mais ce qui m'a étonné dans cet échange et que j'ai envie de retenir, c'est que Pierre, il a travaillé chez Microsoft, chez Criteo, chez Ledger, et il est vraiment convaincu que les startups, c'est le meilleur endroit pour un développeur qui veut grandir dans sa carrière. Il y a un postulat, un axiome derrière tout ça, et c'est ce que Pierre appelle le présupposé fabuleux des startups. Je vous laisse écouter l'interview pour le découvrir. Merci beaucoup Pierre pour cet échange très bienveillant et transparent. J'ai appris beaucoup de choses compliquées expliquées de manière très simple, et c'est vraiment rare ça. Alors avant de vous laisser avec Pierre, juste un point de mise à jour, la saison 2 va bientôt être terminée avec 40 interviews et j'en ai enregistré 33. Et je voudrais que pour les 7 dernières, interviewer uniquement des femmes dans des positions de leadership technique. Si vous avez une collègue qui correspond à cette description, il faudrait nous brancher soit via LinkedIn, soit par email. Mon email, c'est damien@welovedevs.com. Ensuite, on pourra écrire le livre en parlant notamment de vos témoignages sur l'enquête. Il vous reste quelques semaines pour contribuer. Allez, je vous laisse avec Pierre. On est dans des locaux parisiens assez typiques. Il y a de la place pour plus de 100 personnes et pourtant c'est très chaleureux. Et on est à 2 pas de la gare Saint-Lazare. J'ai l'impression que dès la fin de l'interview, je pourrais prendre un TER et me retrouver sur les plages normandes dans quelques minutes. Allez, c'est parti. Ça me va très bien. Alors bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Pierre. Comment vas-tu ? Ça va. Aujourd'hui, on est chez Botify. Et donc Pierre, tu es le CTO de Botify, je suis correct ? Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de Botify pour les gens qui ne connaissent pas ? Allez, Botify, c'est une boîte que j'ai découverte. Je connaissais pas bien non plus le monde du SEO quand je les ai découverts. C'est quoi la fonction de la boîte ? Tu as aujourd'hui des moteurs de recherche qui sont censés découvrir les gros sites web. Mm-hmm. Ils y vont d'une façon toute simple. Ils vont choper une page, regarder les liens dans la page, passer à la page suivante, etc., etc. Et puis, si tout a bien marché, dans les recherches, les gens vont trouver les pages et puis ils vont aller dessus. Ouais. Sauf que dans la vraie vie, ça marche pas. Ça marche pas pour plein de raisons. La première, elle est toute simple, c'est que Google a beau être Google, il grossit moins vite qu'Internet ne grossit. Mm-hmm. Donc c'est pas possible de suivre toutes les pages d'un site. Il faut l'aider à un moment ou à un autre. Ouais. Botify, c'est une boîte destinée au départ à comprendre comment se comporte un moteur de recherche. Mm-hmm. Donc on prend 2 sources d'informations fondamentales. La première, c'est est-ce que le moteur est venu me voir ? Donc on regarde les logs du site à la recherche des robots. Et on trouve tous les robots et on déduit, tiens, il est venu à tel endroit, à tel moment, etc., etc. Donc on a une première base de connaissances qui est le comportement du moteur de recherche quand il visite le site. Ensuite, on regarde comment devraient se passer les choses dans la vraie vie. Et donc on a notre propre crawler qui émule un Google, un Bing, un Yandex, ce que tu veux, et qui va parcourir le site comme devrait le faire un moteur de recherche. Et c'est notre deuxième signal. On prend ces 2 signaux et on comprend comment les choses fonctionnent et comment les choses devraient fonctionner et on peut sortir des recommandations à partir de là. Donc le premier métier de Botify, alors bien évidemment on prend aussi les mots-clés que les gens ont tapés dans les moteurs de recherche, on a plein d'axes supplémentaires qui permettent d'aider les gros sites à comprendre comment ils sont vus des moteurs de recherche, mais fondamentalement notre histoire c'est de prendre 2 énormes masses de données, de mettre un peu d'intelligence dedans, et puis de présenter un mode de fonctionnement pour qu'on puisse changer la façon dont Google se loupe, entre guillemets. On voudrait que Google se loupe moins souvent et parcourt une plus grande partie du site. Est-ce que ce que je trouve intéressant, c'est de regarder les logs parce que souvent le coup de scroll, on l'évalue, mais on voit pas à quel moment Google a abandonné, quoi. Eh ben Google publie un petit peu d'informations là-dessus, en parle un petit peu, mais aujourd'hui on se rend compte que Google a vraiment un budget temps alloué à chaque site, un budget temps de ses propres crawlers. Et donc, pour prendre un exemple facile à comprendre, vous allez sur un site d'e-commerce qui a un moteur de recherche en BD sur la gauche. C'est des liens au départ. On clique sur on choisit une pointure de chaussure, on choisit une couleur, on choisit. Et en fait, on a les mêmes 2000 produits derrière, on peut les analyser de 200 millions de façons différentes, selon les critères de recherche. Et ça, c'est un piège pour les moteurs de recherche, parce qu'ils vont tenter de suivre toutes les combinaisons. Donc leur budget temps, il va être cramé sur 1000 pages, alors qu'il y en a 10 000 à côté qui demandaient qu'à être visités.
Ouais, si, les pièges à crawler. Ok, cool. À quel moment tu rentres sur la photo pour Botify? Il y a 2 ans, presque jour pour jour. J'étais en train de faire un petit peu... J'avais fini 2 grosses expériences avant qui étaient Criteo et Ledger. Et puis, j'étais dans un mode où je faisais un petit peu de conseils sur différentes boîtes. Et Botify venait juste de se mettre dans un mode où on était en squad au lieu d'avoir 2 équipes, une back, une front. Donc ça, c'était septembre 2019. Et on a discuté en novembre-décembre. Donc au départ, j'étais juste venu pour filer un petit coup de main. Je connaissais pas la boîte, je savais pas que le SEO, ça pouvait être vraiment technique. Et du coup, j'ai découvert tout ça. Les co-founders avaient envie de trouver quelqu'un justement pour gérer plus l'exécution au day-to-day dans la boîte. Et puis, ça a commencé comme ça. Donc, les discussions étaient en décembre. Et officiellement, j'ai commencé le 31 mars, en plein milieu du premier confinement. Ouais, c'est intéressant comment le fait de... Le conseil, c'est une façon de rencontrer des boîtes. Et c'est aussi une façon de recruter pour les boîtes. Alors, je sais pas si c'est une façon de recruter très importante aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup travaillé dans les recrutements d'ingénierie et j'ai vu beaucoup d'autres canaux. C'est pas le canal le plus fréquent. Par contre, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont en train de mettre à disposition de plein de boîtes un savoir accumulé. Et on avait la timidité historiquement dans les boîtes à utiliser ce type de choses. La culture des startups, c'est une culture de j'embauche les gens en CDI le plus vite possible et je les garde. Ou bien je prends des gens qui coûtent pas cher du tout au départ et je fais beaucoup d'alternance, beaucoup de stages, etc., etc. Mais le fait de faire appel à quelqu'un qui est pour quelques jours sur une mission ponctuelle, c'était pas très fréquent. Ça arrive maintenant. Ouais, c'est un sujet même quand t'es une petite boîte en fait, même quand t'es une petite équipe tech, plutôt que d'embaucher un DevOps, en fait on peut prendre un consultant sur quelques jours qui va nous aider à installer Elastic Beanstalk et les devs ils savent l'utiliser ensuite quoi. Là, on est en train de toucher dans le dur. Oui et non. J'ai pris ce virage, désolé. Ouais, non, c'est très bien. C'est aussi toute la promesse du cloud et des environnements managés. Tout le monde du SaaS aujourd'hui est en train d'essayer de résoudre ce problème justement pour que les startups puissent s'appuyer dessus. Aujourd'hui, tu débarques chez Botify, le nombre de choses qui marchent toutes seules et qui sont automagiques, c'est incroyable pour une boîte de 200 personnes, quoi. Ouais, donc sur ce cas précis-là, en fait, t'es en train de me dire qu'on aurait pu prendre un service manager, quoi. C'est plutôt, c'est plutôt ça, ouais. Moi, j'ai pas de développeur back-end chez We Love Devs. Je suis assez content que le back-end ce soit tout seul fait, ce soit tout seul sur le serverless. Ok. Et donc il y avait pas de CTO avant que tu arrives. Ah, si, c'était Thomas Grange qui était un des cofondateurs. Donc il y a. D'accord. Donc c'est un fondateur qui a pris du recul sur la matière. En fait, il a changé de titre et un petit peu de mission. Donc Thomas, jusqu'à mon arrivée, il était CTO. Il gérait pas le day-to-day du management des équipes. Il avait déjà pris ce pas de recul. Et c'est une très bonne chose. C'est compliqué, un cofondateur dans une boîte qui grossit. Il faut changer de rôle régulièrement parce que ce qui marche bien à une certaine taille de boîte marche plus après. Et un cofondateur d'une boîte qui réussit, il est par définition excellent sur les premiers stades. Sinon, la boîte n'aurait pas grossi. Donc c'est un gros travail pour changer ce qu'on fait au quotidien. Et Stan et Thomas, les 2 cofondateurs techniques, ont pris le rôle de l'innovation. Et donc ils l'avaient pris de façon informelle avant que j'arrive et on l'a rendu plus formel quand je suis arrivé. Est-ce qu'ils ont embauché un CEO ou un COO aussi pour gérer le reste du day-to-day? Non, toute la partie innovation CE2. Donc aujourd'hui on a une structure de boîte qui est vachement traditionnelle. Enfin, si tu veux, on a la partie finance d'un côté, RH de l'autre, les patrons des sales parce qu'on a plusieurs géographies. Et puis ensuite il y a un patron de produit qui a pris la réalisation du produit tel qu'il est vu sur plusieurs années. Et eux, ils ont pris la partie amont de ce truc-là. Et pour l'exécution, ils ont pris un CTO. Pour que les gens se rendent bien compte, même moi, en fait, je me rends pas vraiment compte, j'ai fait le tour des bureaux avant. Là ici, c'est que des techs à l'étage ? Ouais. Donc les techs, si je vois le nombre de postes, il y en a une quarantaine aujourd'hui ? Un peu plus parce qu'il y a également le support qui est à l'étage en dessous et la partie machine learning. Donc t'as pas vu tout le monde, mais c'est ça, ouais. Et donc la boîte, vous êtes 120 et il y a 50%, enfin la moitié quasiment, c'est du tech ou de la R&D, quoi. Alors en fait, la boîte, elle s'est développée vite à l'international. Donc t'as un centre aux États-Unis dans lequel tu vas trouver la partie produit, product marketing, marketing tout court, toutes les fonctions d'aide aux sales et les sales.
Et pour la France, on a principalement 2 fonctions. On a donc la fonction finance et la fonction ingénierie. Et donc nous, on doit être à peu près 60 aujourd'hui sur la fonction ingénierie, et sur la France, on doit être 90. Ok. Est-ce que vous avez mis le product marketing aux États-Unis parce que les Américains sont bons au product marketing? Bah non, non, c'est con, mais on avait le produit déjà aux États-Unis. Enfin, le patron produit, c'est un Français, mais il est installé à New York. Okay. La plupart des équipes produits sont à Paris. Ouais. On avait le marketing également à New York. Bah, une fois que tu as le produit et le marketing à New York, tu mets le product marketing à New York, quoi. Ouais, non, bah ça me va. Ça a du sens. J'étais curieux. En vrai, c'est pas une mauvaise intuition aussi, tu vois. C'est peut-être plus facile de recruter à New York sur ces compétences-là. C'est des calculs qui se font. Après, je pense que vous avez pas fait le calcul, hein, vous avez juste trouvé ça logique sur le moment. On a 2 choses. D'abord, recruter aux États-Unis, c'est rapide. Et donc, lorsque tu veux changer ton mode de fonctionnement, lorsque tu es une startup qui évolue, recruter aux US, c'est beaucoup plus facile. Ouais. T'as pas 5 mois entre la décision et l'arrivée de quelqu'un. Ouais. Et ensuite, quand ton marché est aussi développé aux États-Unis, faut pas se leurrer, les États-Unis, c'est un très très grand territoire. La capacité de vente, elle est multipliée par autant d'États. Alors que sur l'Europe, tout est un peu spécifique à chaque endroit. Donc le product marketing est plus efficace quand tu le fais aux US. Ouais, ça a du sens. Que je me rends compte aussi, vous gérez beaucoup d'infra, parce que tu me disais des services managés quand on est petit, mais ici vous avez beaucoup d'infra. Ouais. Donc on a une équipe de 3 personnes qui gère plusieurs dizaines de milliers de bécanes en simultané en période de pic sur Amazon. Ouais. Qui gère du pétaoctet de données, qui gère on a une grosse infra. Ouais. C'est quoi la stack quel est l'environnement technique pour les gens qui nous écoutent? Alors, sur la partie dev, on a du Go qui représente toute la partie low level où on a un gros besoin de performance. Tous les algos qu'on déploie nous-mêmes, si on veut qu'ils scale, faut qu'ils aillent vite. Ouais. On a du Python par-dessus pour des algos qui sont un peu moins critiques en termes de performance parce que c'est plus rapide à écrire. Ensuite, on a qui nous sert aussi d'ailleurs sur la partie machine learning. Et ensuite, quand on arrive sur la partie front, on a du Python dans du Django et puis du Nginx pour des endroits où on a des problèmes de performance. Ouais. Et pour les parties UI, c'est du React. Est-ce que c'est une bonne intuition, même quand on est une plus petite boîte, de prendre d'adopter Python et Django quand on sait qu'on va avoir du ML à côté? Ouais. Enfin, aujourd'hui, quand tu regardes si tu regardes le paysage des langages de haut niveau il y a 15 ans, t'avais Python et Ruby, avec Ruby qui était l'enfant chéri et Python qui était un peu à la traîne. Ouais. Et ça s'est complètement inversé. Et pour moi, la raison de ce changement de dynamique entre les deux, c'est la partie data science. Je me rappelle qu'à une époque, moi je faisais du Ruby et j'avais fait une vanne en public sur le fait que la nouvelle version de Ruby 2 arrivait. Et tout le monde disait, est-ce que Ruby 2 va changer les choses? Je fais, regarde, Python 3 est toujours pas adopté, non, je pense pas, non. Et maintenant, en fait, Python 3 est adopté et Ruby 2, en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Ouais, alors, ouais, j'ai beaucoup été dans les communautés Ruby à l'époque et j'ai découvert Python sur le tard là-dessus. Donc je vais tirer sur aucune ambulance. Non, je comprends en vrai. Mais c'est le bon outil pour le bon problème. Et Python, effectivement, moi aussi je l'ai découvert sur le tard et en fait c'est relativement agréable à faire. C'est juste qu'il y a eu une période où dès que tu voulais faire quelque chose, la bonne lib qui marche bien était en 2.7 et puis le truc qui était bien plus élégant était en 3, mais t'avais des projets qui étaient coincés entre les deux, quoi. Ouais, en fait, je pense que Python, il y a en général une bonne façon de faire les choses, alors que Ruby, t'en as toujours 2 ou 3. Ouais. Par contre, Python était écartelé entre ces 2 versions, mais du coup, c'était la guerre en permanence. Maintenant, ça commence à se régler, donc ça a redémarré. Ruby n'a pas tout à fait fini là-dessus. Et j'ai trouvé, moi du coup, je suis pas assez bon en Python et j'ai toujours l'impression quand on m'envoie un code en Python, je sais pas installer l'environnement, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a 15 gestionnaires de dépendances. Alors, là, je parlais de la partie code. Effectivement, sur la partie autour, c'est t'as plusieurs populations qui utilisent Python. Ouais. Donc, chaque population a réglé ses propres problèmes avec ses propres solutions. Et du coup, t'as effectivement plein de trucs différents. Et quand tu regardes un peu plus du côté, notamment NumPy, enfin, toute la partie data science et Python a trouvé des choses très particulières qui ont été faites de leur côté.
C'est normal. C'est pas du tout un problème parce que tu réussis à monter ta stack. Faut juste prendre le temps de la choisir et puis de l'évangéliser autour de toi et ça marche très bien. Ok. Mais en effet, il y a un peu de fragmentation. Bah, merci de m'avoir expliqué, parce que moi je comprenais pas pourquoi, mais maintenant que tu le dis, c'est hyper évident. Ok, on avance. Un des sujets qu'on a vu en prépa, c'était l'évaluation des collaborateurs pour le parcours RH. Ouais. Déjà, c'est quoi les parcours de carrière qui sont possibles? Quels sont les rôles? Comment vous avez mis de la taxonomie autour du parcours de carrière chez vous? Alors, quand j'ai des gens qui arrivent ici et puis qu'on discute un petit peu de leur évolution de carrière, ce que je leur dis, c'est le parcours de quelqu'un de technique, il s'évalue sur 3 axes. Tu as un axe purement technique, c'est-à-dire tu vas devenir un expert, un gourou, spécialiste 2, etc. Et c'est ta connaissance technique pure qui fait ta valeur et ta seniorité. Mhm. Tu as un deuxième axe qui est ta capacité à collaborer avec les gens autour de toi. Alors ça peut prendre des formes très très variées. Hein. Tout le monde pense tout de suite au management, mais il y a aussi tout ce qui est coaching, mentoring, donner des talks, etc. Toute la partie communication avec les gens au quotidien, c'est ce que je vais appeler la dimension management, même si c'est beaucoup plus que du management. Et très honnêtement, les gens qui sont bons là-dedans sont pas managers la moitié ou les 3/4 du temps. C'est pas aussi fréquent que ça. On utilise ça sous plein de formes différentes. Mhm. Et puis tu as la partie structuration des projets. C'est bien beau d'être très bon techniquement, c'est bien beau de savoir interagir avec des gens, c'est pas ça qui fait atterrir un projet jusqu'au bout. Mhm. Et donc, c'est quoi ta compréhension de ce qui pourrait mal se passer ou bien se passer? Comment est-ce que tu comprends la dépendance d'à côté et tu vois que si jamais elle est trop lente, c'est pas un problème parce que tu pourras t'en passer et tu mets un stub et t'avances et c'est pas grave. Ou alors t'es obligé, tu pourras rien tester tant que ça sera pas prêt. Mhm. Ça, c'est la partie coordination de projet. Et je dis aux gens, vous êtes des triclassés, vous avez toujours les 3 composantes. Et donc, le niveau de seniorité que vous avez à la fin, bah, c'est la combinaison de ces 3 composantes. Donc, on va pas vous demander d'être uniquement l'un, uniquement l'autre, uniquement le troisième. Vous allez toujours être en train de poursuivre un peu ces 3 dimensions. Le troisième point, sur j'ai envie de parler de delivery, mais en général, Ouais. il est aussi vachement lié à ton expérience dans la boîte. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, tu comprends comment les autres équipes, tu as des intuitions. C'est-à-dire qu'effectivement, tu sais que l'autre équipe, c'est tel manager. Du coup, en général, effectivement, ils sont plutôt en retard ou ils aiment bien faire les choses jusqu'au bout. Donc, en général, ils donnent pas de préversion. C'est vraiment... j'ai l'impression qu'il y a vraiment un effet de l'expérience de travailler avec tes collègues, quoi. Bah, il y a les deux. Les qualités qui font que tu oublies pas le truc qui risque de mal se passer, elles sont indépendantes de la boîte. Ouais. T'as des gens qui font ce truc-là risque de péter quand ils prennent, quand ils font des courses. Il fait non pour la raclette t'as oublié les oignons quoi. C'est ok d'accord merci. Et ça c'est très très présent. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire grandir chez les gens. Ça existe ou ça existe pas. Hein. T'as des gens bordéliques et des gens super organisés. Bah tu fais avec. Ouais. Et la deuxième c'est comment je peux l'utiliser dans la boîte. Et là, effectivement, le recul dans la boîte aide. Mais au départ, quand tu commences à structurer un projet, tu le fais au milieu de ta squad, tu le fais juste avec une personne. Simplement, tu poses la bonne question au PM parce que tu comprends pas un truc. Ouais. Donc oui, si tu veux... Et alors ensuite, vers quoi ça mène ? T'as donc 3 grandes catégories de métiers possibles, et t'as toujours un mix. T'as les gens qui sont en dev et en expertise, t'as les gens qui sont en coordination de projet, et t'as les gens qui sont en management. Et encore une fois, c'est toujours un mix chez chaque personne, mais le métier final, si tu pousses à fond un des angles, t'as un dev ou un expert d'un côté, t'as un manager de l'autre, et t'as un chef de projet technique. Ouais. Ok. En fait, ma question, c'est... la question que j'avais sous-jacente, c'est est-ce que comment on justifie, tu vois, qu'une personne qui reste plus longtemps dans la boîte elle puisse mériter un meilleur salaire, tu vois, parce que ça veut dire qu'elle apporte plus de valeur à la société. C'est pas simplement de la rétention, tu vois. Alors tous les gens qui sont dans des startups, il faut écouter ça attentivement. Une startup ne capture pas son passé. Une startup, elle oublie son passé à chaque fois que quelqu'un part. Ouais. Parce que il n'y a pas la documentation, il n'y a pas les process, il n'y a rien du tout. Donc, quand une boîte commence à grossir, les gens qui connaissent la préhistoire de la boîte prennent une valeur démentielle comparée aux autres. Et ça pose un problème compliqué dans les boîtes qui dépassent une certaine taille.
La startup au départ, elle était simple. Il y avait quelques petits éléments dedans. C'était facile de comprendre le produit, c'était facile de comprendre la code base. T'avais un petit truc. Au bout de 3 ans, ta startup, elle a grandi. Ton produit maintenant, il a forqué. T'as 2 sous-produits différents. Il y a des interactions entre les deux. T'as du machine learning qui commence. Ça devient horriblement difficile à comprendre. Mhm. Quelqu'un qui va arriver dans la startup au bout de 3 ans, la barre de recrutement est plus haute. La barre de recrutement est plus haute pour une raison toute bête, c'est que s'il arrive au niveau d'un mec qui était arrivé au tout début, eh ben il va manger le mur direct. Il n'est pas accompagné dans la croissance de la complexité, tout simplement parce que la boîte, elle a déjà un mur de complexité en face de lui. Et donc, tu as toujours une espèce de de timidité des gens qui disent ah mais on m'aurait pas embauché si j'avais été candidat maintenant dans la boîte alors qu'on m'a embauché il y a 3 ans. On fait monter un petit peu le niveau d'exigence à l'entrée. C'est juste parce que si tu veux être aussi bon qu'un mec qui a 3 ans d'XP dans la boîte, eh ben il faut que tu sois vachement bon à l'arrivée. Et donc c'est un truc que les gens comprennent pas, mais la valeur des gens qui sont depuis longtemps dans les startups, elle est colossale. Elle est colossale, elle compense largement tout ce côté, ah ouais, mais t'es vachement meilleur que moi. La réponse est non, absolument pas. Ta valeur dans une boîte, elle augmente énormément dans les startups avec le temps que tu y passes. Mais ça veut dire que du coup, les gens, quand ils arrivent dans la boîte, ils ont un temps d'apprentissage en fait qui est relatif au produit, à l'organisation, quoi. Ouais. Est-ce que c'est ça, le fait d'apprendre la culture produit, quoi? Et c'est ça qui mérite du coup de prendre les gens en CDI plutôt qu'en prestat sur 6 mois, quoi. Bah encore une fois, comme ta valeur, c'est pas compliqué. Hein. Un ramp-up, dans toutes les boîtes où je suis passé, la durée moyenne de ramp-up, c'est 12 semaines. Ouais. De toute façon, tu comprends rien avant. Ouais. Tu comprends de façon vachement tactique, mais vraiment, c'est difficile, il faut le temps de t'y mettre. Et après, le temps où tu es capable d'avoir une bonne conversation senior sur les trucs que tu es en train de faire, c'est 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. Enfin, donc quand tu travailles avec quelqu'un de façon temporaire, bah c'est pour un besoin où s'il part, c'est pas grave, ça sera rapide de reformer quelqu'un. C'est trop coûteux pour une startup. Ouais. En fait, c'est un des problèmes des périodes d'essai et de la politique sur les périodes d'essai. T'as des boîtes qui aiment, qui disent si j'interromps souvent mes périodes d'essai, ça veut dire que j'ai un bon tri à l'entrée. C'est une connerie. C'est une connerie parce que t'es en train de démotiver les gens qui sont dans la boîte, t'es en train de tout démotiver autour de toi. Quand tu rentres dans une boîte, il faut être conscient que le ramp-up il est long. Il faut qu'on t'accompagne et du coup tu vas pousser les gens tu vas pousser les gens énormément par la culture. Tu vas les amener à, une fois que tu es dedans, on va te faire grandir. Les gens qui sont là depuis 3 ans et qui avaient ce complexe de je suis pas assez bon ou j'aurais pas été pris, c'est pas vrai. Ils sont dans la boîte et on les fait grandir avec nous. Et du coup, ils sont largement au niveau des gens qu'on embauche maintenant parce qu'ils connaissent la boîte et parce qu'on les fait grandir. Tu fais tout pour que les gens restent dans une startup. Bah, je bloque un peu là-dessus. La période d'essai, c'est bien. Moi, je vois une boîte où il y a beaucoup de périodes d'essai qui sont rompues. Je vais me dire que c'est une boîte qui a pris des risques en embauchant des gens. Ils ont été un poil plus inclusifs, tu vois. Parce que souvent, si tu casses pas de période d'essai, c'est peut-être que tu as pris trop de précautions. Il y a des gens chouettes que t'aurais découvert sur la période d'essai, mais tu les as pas découverts, tu vois. C'est intéressant comme point de vue. Et dans le même sens, tu vois, j'ai envie de te demander, de te challenger, est-ce que la documentation, ça diminue pas la valeur des gens qui sont là depuis la préhistoire? Est-ce qu'on n'a pas moyen d'investir en fait dans des process, des outils pour réduire cette dépendance, cette valeur-là, et en même temps réduire le ramp-up, tu vois? Alors, on a tous envie de le faire. Ouais. Ça marche toujours assez mal. Ouais. Les boîtes qui commencent à bien le faire sont des boîtes qui ont des process qu'elles mettent en place. Si elles sont pas extrêmement intelligentes dans la façon de mettre le process, elles ralentissent. Ouais. Donc bien sûr qu'on le fait. Ici, on a un système de documentation où on peut trouver pourquoi on a fait chacun des projets, comment on l'avait pensé à l'époque. Tout ça, c'est capturé, c'est dans une page que tu peux retrouver avec des commentaires autour, etc., etc. Donc on a besoin de cette documentation. On est vachement structuré en fait en termes de documentation. Mais tu pourras jamais tout capturer. Si tu captures tout, tu retrouveras plus rien. Donc bien sûr que les connaissances des gens qui sont là depuis longtemps, elles restent précieuses et c'est toujours le cas. Quand j'ai quitté Criteo, la boîte, on avait une ingénierie qui devait faire 750 personnes. Ouais. On avait toujours les gens qui racontaient la préhistoire de Criteo et qui se rappelaient de pourquoi tel truc était là et c'était pas documenté. T'en auras toujours.
Ouais. Voilà. Donc bien sûr qu'on va documenter, bien sûr qu'on va raccourcir les périodes les périodes de ramp-up. Oublie pas que la complexité augmente au fur et à mesure que le temps avance. Donc ce que tu fais en documentant, c'est que tu rattrapes la dette de temps de ramp-up. C'est difficile d'aller plus loin. Ouais. Et du coup, ma seconde question, est-ce que les gens qui sont là depuis longtemps, c'est pas un obstacle au fait que la boîte elle change en termes d'organisation, en termes de produits, tu vois, peut-être que la vision de l'entreprise elle a changé, mais il y a des gens qui restent dans une vision d'avant. Le turnover, c'est ce que je veux dire, c'est que le turnover c'est pas forcément si mauvais, tu vois, ça aide aussi la boîte à évoluer. Alors, quand j'explique que je tiens aux gens, d'abord parce que c'est ma culture, Ouais. Ça veut pas dire que tu vas passer 10 ans dans une startup. Ouais. Ça veut simplement dire que c'est l'intérêt de la startup de garder les gens. Ouais. Après, on évolue tous, le marché il évolue autour de nous, on a envie de découvrir des nouveaux métiers, on n'a peut-être pas l'opportunité dans l'endroit où on est. C'est complètement normal de bouger de temps à autre, j'ai pas de souci là-dessus. Donc ça, c'est sur la partie qu'est-ce qui fait l'intérêt de mon côté. Maintenant, pour que quelqu'un qui est dans une boîte 5 ans après ou 8 ans après apporte toujours de la valeur, il y a une clé qui est pas très très compliquée, il faut que ses fonctions évoluent. Ouais. Il faut qu'il lui change de métier à l'intérieur de la boîte. Mm-hmm. Ici, j'ai des gens qui sont aujourd'hui à l'ingénierie, mais qui ont monté d'autres départements dans la boîte à d'autres endroits, à d'autres moments. Et donc, la clé du truc, effectivement, c'est de pas rester coincé sur le même métier en permanence, parce que, sauf si tu veux vraiment développer que ta partie expertise et que la boîte te le permet. Ouais. Si t'es une boîte qui est super attentive à la performance, qui a un énorme besoin, que t'as des consommations délirantes sur du cloud à juste titre, le mec qui fait de la micro-optimisation, il va pouvoir s'éclater et aller aussi loin qu'il veut. Et, il va se développer, il va se régaler, ça marche très bien. Mais c'est assez rare. En général, le niveau de complexité que tu peux toucher le plus loin possible, il trouve sa limite dans une boîte, dans une petite boîte. Et donc la clé pour toi, c'est d'explorer d'autres de ces trois axes, et donc de changer de métier régulièrement dans la boîte. Bon, en vrai, au final, dans les grands groupes, les gens changent de métier régulièrement. Le secret pour rester 10 ans dans une grande boîte, c'est de changer de métier. Clairement, même dans un grand groupe, tu restes 10 ans en sysadmin sur le même projet, tu deviens fou aussi. Alors, je vais pas parler de mes expériences passées, tout ça est bien évidemment entièrement théorique, mais tu pourrais imaginer des endroits où tu changes de métier. En fait, tu changes de titre et tu changes de département, mais ton métier reste un peu le même, tu le trimbales avec toi d'un endroit à l'autre de la boîte. Ouais. C'est ce qui arrive très très fréquemment dans les grands groupes. Dans les petites PME, c'est le contrat. On avait besoin d'un développeur Android, t'es développeur Android, rien va bouger en fait, parce que dans 3 ans, il y aura toujours besoin d'un développeur Android. Peut-être qu'il n'y en aura plus besoin d'ailleurs. Ouais, mais c'est peut-être la différence entre une startup et une PME. Ouais. Ton métier change. Ouais. La complexité augmente dans la startup, alors que la PME, a priori, une agence, ça reste une agence, quoi. Ok, c'est clair pour moi. Est-ce que les managers font des one-one? Précise ta question. Est-ce qu'il y a des outils, des méthodos qui sont populaires, qui sont popularisés et populaires chez les managers chez Botify? Alors, quand j'ai un nouveau manager qui commence ici, j'ai avec lui au début comment tu fais au quotidien. Donc raconte-moi ton mode d'interaction avec les gens autour de toi pour que je puisse comprendre si ça répond aux objectifs du point de vue de tout le monde dans la boîte. Donc j'ai pas une recette unique. Donc oui, les managers font des one-on avec un peu tout le monde. Historiquement, ça s'appelait des papotages, parce qu'historiquement, on essayait de distinguer la partie discussion sur les projets, ce qui va bien, ce qui va pas bien autour de toi, de la partie management, c'est-à-dire comment tu vas. Ouais. Et donc historiquement, les leads avaient plutôt un rôle de tech lead et d'accompagnement, pas sur la partie management de la personne, mais plus sur ce qu'il y a autour de toi et comment marchent les projets. Donc le pli était pris. Donc oui, il y a des cycles de one-one assez réguliers pour tout le monde, mais chacun fait ça un peu à sa sauce. Ouais, je comprends. Les managers, est-ce qu'ils ont de la formation du coup? Alors, allez, parcours type d'un manager chez Botify, c'est très drôle. C'est pas la question piège. Non, au contraire, c'est super intéressant. Aucun d'entre eux n'était manager avant d'arriver, ouais. Et aucun d'entre eux n'était manager en arrivant. Mm-hmm. Ils sont devenus managers un peu au fur et à mesure des envies dans les squads. Au départ, ils étaient juste des managers de projets et en charge des projets de la squad, et puis ils sont devenus managers de la squad. Mi-2020, fin 2020, ça a commencé comme ça. Et donc, ils ont tous eu en même temps le parcours d'un nouveau manager. C'était assez rigolo.
avec au départ, je sais pas à quoi ça sert un manager. J'imagine que c'est pour valider les absences, quoi. Demande de congé, ouais. Ensuite, c'est non, en fait, je suis en charge de tout, ce qui marche et ce qui marche pas. Après, je découvre que du coup, j'ai plus de vie. Parce que je suis à la fois dev et manager, vu qu'ici t'es pas manager fin de l'histoire, tu continues à avoir ton rôle de dev. Ensuite on apprend à regagner du temps et ensuite ils découvrent l'intérêt que ça peut avoir parce qu'ils voient l'impact sur les gens. Ouais. Dans tout ce petit truc, comment est-ce qu'on accompagne on a un cycle de training, donc c'est tous les mois pendant 6 mois t'as des trucs en petits groupes avec les autres managers de Botify qui sont en train de devenir ou de découvrir ça, plus des séances individuelles. Et à côté de ça, il y a un petit truc qui s'appelle Bravely, qui permet de faire de l'accompagnement de coaching ad hoc. C'est dispo. C'est du logiciel, c'est du contenu, quoi. C'est de la mise en relation avec des gens d'autres boîtes. C'est du coaching cross-boîte. Ok. Coaching entre pairs. Ouais. Ok. Bon, en vrai, c'est des beaux équipements. Hein. Ça marche très bien. Tout à l'heure, tu sais, quand je me marrais sur le SaaS, la réponse est non, ça marche super bien. Ouais. Et alors du coup, dans la vie d'un collaborateur, c'est quoi les rituels? Il a des entretiens biannuels, c'est ça? Ouais. C'est son manager qui les fait, par exemple? Donc en gros, quand il arrive, il y a un buddy, quelqu'un avec qui il aide à découvrir la boîte et puis qui va rester un point de contact pendant longtemps. Il y a des mentors informels qui se créent à droite à gauche. Je parle à tout le monde 1 ou 2 fois par an. Je demande qui est le mentor du moment pour comprendre un petit peu cette partie-là. Et puis il y a la relation avec le manager. Le manager, il est en charge de déblayer un peu le terrain autour de chacun pour vérifier que tu marches bien et voir les trucs qui marchent pas et t'en parler. Comment est-ce qu'il fait ça? De façon formelle, il le fait 2 fois par an. En fait, il le fait plus fréquemment que ça. Il a des outils qui sont assez standards fondamentalement. Hein. D'abord, chacun peut choisir des gens qui vont donner un feedback sur comment ça marche, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. On essaie de le garder super light. On veut pas de ragots, on veut des faits, des trucs un peu concrets. Et puis du coup, ils choisissent les gens et puis on récupère ça. Ça va vers l'employé, pas vers le manager. C'est partagé avec le manager, mais c'est un outil destiné à un peu self-improvement. Tu veux voir un peu ce qui marche bien et ce qui marche pas. Ok. Donc ça, c'est la première source que le manager a à sa disposition pour préparer un peu une conversation 2 fois par an. La deuxième source, c'est lui-même. C'est qu'est-ce qu'il a eu comme discussion pendant 6 mois au day-to-day. Qu'est-ce qui marche pas, de quoi ils ont parlé, est-ce qu'ils s'étaient décidés à faire un truc particulier, est-ce qu'ils ont lâché l'affaire ou est-ce qu'ils l'ont fait pour de bon. Ouais. Et le troisième truc, c'est le feedback des autres managers. Comme on est une boîte où on a aujourd'hui, là on a 5 squads par exemple, donc tout le monde connaît tout le monde. Et du coup, le manager, il a toujours un côté, surtout quand tu découvres le métier, inconsciemment, tu vas avoir tes chouchous, tes têtes de turc. C'est humain, on est tous comme ça. Il y a les gens avec qui on accroche bien, les gens avec qui on n'accroche pas. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour enlever ce petit problème de transparence et calibrer, entre guillemets, ce que le manager pense d'une personne, virer tout le biais? Et le peer feedback, le premier élément, ça te permet de découvrir des choses que le mec te raconte pas. Si t'aimes pas ton manager, parce que t'as pas d'affinité avec lui, tu lui racontes pas ta vie. Et donc, il y a des choses vachement bien que tu fais, il le sait pas. Il le sait pas parce que tu lui en as pas parlé et personne va lui en parler. Ouais. Ça va remonter en peer feedback. Puis de la même façon, quand un manager trouve un mec absolument génial, il n'entend pas les petits défauts, les petits machins, etc. Il les voit pas et puis toi t'es pas content, t'en parles pas spontanément. Tu vas pas mettre le doigt sur tes propres défauts quand il y a un mec qui dit t'es super bien. Ouais. Et donc c'est ces éléments-là qui sont relevés par le peer feedback. Et ensuite les autres managers viennent t'aider à te débiaiser. Si tu trouves que tout le monde est génial dans ton équipe, peut-être que c'est vrai. D'abord, il faut commencer par là. Peut-être que vous êtes l'équipe qui a réussi un tour de force là sur les 4 derniers mois. Vous avez sorti le produit, plus personne n'y croyait. Vous avez fait un truc qui marche du premier coup et c'est incroyable, etc., etc. Donc ça arrive qu'une équipe soit nettement au-dessus de tout le monde au bout de 6 mois. C'est bien. Ça veut dire que la dynamique marche bien dans l'équipe, que les gens, voilà. Donc je demande pas aux managers de tous avoir le même score, tous avoir la même appréciation sur les gens. Je dis juste, on veut avoir la même façon de juger comment les choses se sont bien passées. Et donc les managers entre eux vont un petit peu se taquiner parce qu'ils connaissent bien tout le monde. Et donc c'est la troisième source pour avoir une conversation intelligente avec les gens. Ouais. Ok, c'est cool.
Je comprends bien l'idée d'avoir des... En fait, du coup, les leads sont les premiers managers, quoi. Ouais. Tu m'as parlé de Tech All Hands. J'ai l'impression qu'il y a une culture vachement horizontale chez Botify. Ouais. C'est pas compliqué. Tous les mois, on organise, alors en mode full remote depuis toujours, hein, puisque j'ai commencé en plein confinement. On essaie de faire un sac avec tous les sujets importants pour tout le monde à un instant ou à un autre. Et c'est un tech all-in, c'est destiné à l'ingénierie et produit. Hein. On n'a pas de timidité sur les sujets, on parle de tout et n'importe quoi. On parle de salaire, on explique comment est-ce qu'on définit une promotion, comment on calcule une augmentation. On parle de diversité. On a des questions-réponses très mignonnes. On a un petit Google Form dans lequel les gens mettent de façon anonyme. À la fin, on le projette. Comme ça, on voit toutes les questions. Il n'y a pas de timidité. Et tout le monde peut venir parler là-dedans. On fait les sujets en général une semaine à l'avance. Et puis chacun essaie de préparer un petit truc là-dessus. C'est quoi la culture de Botify au final? Parce que toi, tu as bossé dans des boîtes différentes. Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans la culture, dans la façon de bosser chez Botify? Alors c'est pas unique à Botify, c'est la plupart des boîtes sont comme ça. Les gens ont qu'une envie, c'est faire des choses. C'est l'autre plaisir de bosser dans des startups, c'est que t'es pas là pour vérifier que les gens bossent. Bien sûr que les gens bossent, tout le monde adore ça, c'est pour ça qu'on est là. Et donc les bouts de culture qu'on essaie de développer, c'est le fait de faire confiance aux gens parce qu'on sait qu'ils bossent. Et du coup, de leur livrer le plus de trucs possible à faire. Typiquement, quand on a les nouveaux projets en début de quarter, il y a une personne en charge de chacun des projets. C'est rarement 2 fois la même personne. N'importe qui dans une équipe peut être patron de son propre projet sur le plan technique. Ouais. Et ensuite, quand on va avoir ça, on pousse ça le plus loin possible. Un autre exemple, c'est la partie QA, tout ce qui est comment est-ce qu'on va vérifier que le truc marche à la fin. D'abord, on a une fonction QA dédiée, ce qui est assez rare. C'est lié au fait que on veut pas d'erreur dans ce qu'on publie à la fin. Et il est compliqué le produit. Il est compliqué à prendre en main. Il faut des gens qui aient un esprit qui tourne bien pour voir comment ça va marcher. Et donc les gens de la QA, on bosse avec eux en début de projet. C'est un autre endroit où justement on donne vraiment de l'autonomie. Et en fait, tu as un petit meeting qui s'appelle le 3A, c'est 3 amigos au départ, dans lequel tu as ton patron produit, en charge du projet, le patron technique. Alors quand je dis patron, c'est un monde d'une équipe, hein, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et puis le patron QA de ce projet, et qui font le tour de qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, est-ce qu'il faut changer un truc, etc. etc. Ouais. Et ça, aucun manager ne le voit. C'est une conversation normale de la vie du projet. S'il y a un truc qui va pas bien, qui est détecté, ça va remonter d'un côté ou de l'autre. Mais on cherche vraiment à avoir en permanence de l'autonomie sur tout ça. Ok. Le 3 amigos, il y avait un autre mot qui était un peu varié. Il y a quand même une culture assez informelle et proximité dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'échanger, non? Et je me rends pas compte. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Vous auriez pu faire la même chose, mais de manière plus formelle, quoi. De manière plus, ouais, c'est ça, plus formelle. Là, ici, c'est informel. On valorise le fait que les gens ils échangent. On valorise les hommes plutôt que les process. Ça me va aussi. Hein. En fait, autre exemple, quand je suis arrivé, les gens avaient choisi des couleurs pour les noms des squads. Ouais. Ça va contre plein de mes principes. Tu veux pas la squad rouge et la squad bleue? Alors là, c'est ce qu'on a. D'accord. Et alors pourquoi ça va contre tes principes? J'aime bien comprendre ce que fait une squad à partir de son nom. C'est pratique. D'accord. Sinon, les PM, par exemple, ils ont tendance à refiler le taf à la squad qui a de la place. Alors que quand t'as marqué que cette squad, elle s'occupe des logs, on va pas leur filer un truc en rapport avec autre chose. Donc, ouais. Je trouve que ça cadre mieux les product managers s'ils comprennent ce que font les squads. Mais bon, si les gens sont heureux avec ça et que ça fonctionne, et ça c'est un truc que j'ai appris, c'est compliqué. Pour des gens qui apprennent et pour des gens qui savent, comment tu fais pour réapprendre? Et la réponse c'est, tu laisses les choses déraper par rapport à ce que tu voulais. Faut pas déraper trop longtemps, faut toujours être capable de tenir le truc. Quand quelqu'un découvre un nouveau domaine technique, il peut pas le faire tel que tu l'aurais fait du premier coup. T'as 10 ans d'expérience dessus, tu vois les pièges derrière les pièges, lui il va juste voir les premiers pièges. Donc forcément ces solutions sont pas bonnes. Mais si tu le laisses pas commencer à échouer, il comprendra jamais pourquoi sa solution est pas bonne. Et donc dans une boîte comme ici, c'est important que les gens fassent ce qui pensent être la bonne chose,
Même si toi tu sais que c'est pas complètement la bonne chose, c'est pas le moment de les attraper. Faut attendre un petit peu, faut les laisser découvrir pourquoi ça peut être bien ou pas bien. Et toi, tu vas apprendre des choses aussi. Et ça, c'est un truc vachement important pour moi au quotidien. C'est pousser tout le monde à apprendre. Pour les gens qui savent, laisser déraper, parce qu'ils vont apprendre un truc. Et pour les gens qui savent pas, laisser déraper, sinon ils comprendront pas pourquoi c'est pas ça qu'il faut faire. Il y a encore un effet d'apprentissage en termes d'organisation ici. Ouais. Ouais. Et au final, c'est investir dans les salariés. Non, c'est clair. Tu parles des squads depuis tout à l'heure. Comment ça marche? C'est quoi votre version des squads? Du coup, dans les squads, il y a que des techs. Il y a le PM. Il y a un PM dedans, ok. Et sinon, t'as alors toutes les squads dont effectivement toute la partie tech qui est l'ossature de la squad. Ouais. Donc un mix de front et back qui est très très back pour certaines équipes, très très front pour d'autres, mais enfin c'est une squad dont tu réponds à un besoin particulier. T'as un QA qui est rattaché à la squad. Ouais. Alors les QA se refilent du boulot entre eux. L'équipe a décidé de se coordonner différemment, mais par contre ils ont un point de contact principal en face de chacune des squads. Et puis, quand c'est nécessaire, parce qu'on a 5 squads et on n'a que 3 membres de l'équipe infra, un membre de l'infra vient accompagner plutôt un projet qu'une squad d'ailleurs. Il fait OK, je travaille avec vous sur tel projet pour les 2-3 mois qui viennent. Les infras sont à part, ils sont pas dans les squads. Non. Ils sont. T'as déjà vu des infras qui aiment être dans les squads? Non, mais. Je sais pas, c'est comme les gens de la sécurité, ils sont toujours aussi dans une citadelle. Ouais, ça me va. Tu vas pas forcer le trait, hein. Non, mais en vrai, si on le précise pas à voix orale, ce sera dans le podcast, les gens le sauront pas. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. C'est pas un étonnement, c'est juste pour être sûr. Pourquoi la QA et le produit c'est si important chez Botify? Pour que vous y ayez mis autant de moyens et une organisation dédiée, c'est que c'est important, quoi. Ouais. La QA parce que on n'est pas un mode B2C du tout. Donc c'est très difficile pour nous on peut pas se permettre de faire un rollout sur 10% de la population, de regarder le pourcentage de gens qui sont pas contents ou sur lesquels ça plante et de dire on va corriger. T'as pas ce luxe quand t'as quelques centaines de clients et pas quelques dizaines de milliers. Ouais. Donc voilà, on vend un produit complexe, un produit technique, un produit qui est utilisé énormément par des professionnels. On peut pas les planter entre guillemets. Donc on n'a pas cette liberté d'AB tester sur des petites sous-populations. Et la partie produit parce que on a un produit qui est compliqué, on a un produit de spécialiste, et donc il faut beaucoup travailler sur comment amener les gens qui utilisent Botify au bon niveau de compétence. Quand tu deviens patron SEO dans une boîte, en fait, tu connais rien au départ. Tu connais une des facettes du SEO au mieux. C'est assez rare que tu en maîtrises plusieurs. Et donc, comment est-ce que le produit fait pour t'accompagner? On a plein de temps passé sur la pédagogie, avoir des angles d'attaque spécifiques sur des problématiques qui sont fréquentes dans les boîtes, etc., etc. Ouais. Donc, on doit développer tout ça. J'imagine en fait que pour le produit, pour les MOA en fait, la complexité c'est aussi que derrière le SEO il y a d'autres métiers. C'est-à-dire que le SEO dans le e-commerce, le SEO dans le contenu, le SEO dans l'actu, c'est à chaque fois en fait plus complexe que juste le SEO en fait le métier en face. Alors ça, c'est la raison d'être du produit historique. C'est pour ça que le truc, tu peux zoomer de plein de façons différentes. Et donc, on va t'accompagner en disant, dans ton cas particulier, en fait, ton problème, il est, je sais pas moi, t'es un site d'actualité, c'est fondamental que Google revienne te voir super fréquemment sur certaines pages qui sont les pages de news. Ouais. T'es un site de résultats sportifs, t'as le même problème. T'as un besoin d'immédiateté très fort. T'as d'autres sites qui ont plutôt un besoin de non, je veux que telle partie soit entièrement vue et c'est pas grave si c'est pas fréquent parce que je rafraîchis pas très fréquemment mes contenus. Donc ça c'est effectivement un des premiers endroits. Il y a un autre endroit qu'il faut que je raconte qui est le patron SEO d'une boîte normale, un site de ce que tu veux. Son pire cauchemar, c'est sa propre équipe de dev. Parce que c'est un gars du marketing fondamentalement. Imagine, toi, t'es en train de bosser dans une boîte et t'as un mec qui vient te demander de rajouter une fonctionnalité sur la gestion des redirects parce que dans tes URL, t'as un paramètre de trop. T'as envie de lui dire, mais de quoi tu te mêles? C'est moi le technique ici, c'est pas toi. Et donc, c'est très très compliqué dans toutes les boîtes de faire avancer les projets SEO. Donc, quand t'arrives avec tes recommandations en tant que patron SEO, plus tu peux être précis, donc ça c'est la partie analytics, plus ça va aider, parce que tu donnes des exemples et un dev, quand tu lui poses un exemple, il comprend de quoi tu parles.
Ouais. Voilà, il a un repro, il comprend, il sait par quel bout le prendre. Donc ça, c'est un des trucs qu'on a toujours en tête et qui complique un peu le produit. Et on a un autre produit qui corrige tout ça à la place de l'équipe de dev en face. En fait, qui intercepte les requêtes des robots de recherche. Qui se met en proxy. Et qui se met en proxy. Ouais. Ok. C'est intéressant le fait qu'effectivement, il y a le point de vue des devs et le point de vue des marketing. C'est... Dans le métier, il y a beaucoup de sujets sur... les devs, ils ont amélioré la performance. Du coup, le marketing est triste parce que les taux de conversion, ils ont baissé. En fait, il y a plein d'effets de bord. Tu vois, le marketing fait des expériences sur le contenu, mais en fait, en même temps, les devs ont mis en prod un truc, ça change tous les KPI et on est dans le flou, quoi. Ouais, il y a un sujet à apprendre à communiquer, en fait, entre les deux. Ouais, alors ça chez nous ça commence à bien marcher sur tout ce qui est migration. Quand un gros site envisage une migration, ils sont très conscients de ce problème-là et donc ils veulent absolument le avant-après, le période over période pour comprendre, etc., etc. Cette partie-là, ils la comprennent et ils savent bien la gérer. La partie qui est difficile à gérer, c'est pas les migrations, c'est les petits changements du quotidien. Et est-ce qu'il y en a qui cassent des trucs ? Par exemple, donc typiquement, tu as une facette du produit qui anticipe comment Google va réagir et qui te lève une alerte quand ça va pas marcher. Ou bien ça va jamais se faire parce que ta feature elle sera pas faite. Elle sera repoussée à dans un sprint et puis tu vas avoir la même histoire pendant 8 sprints, 10 sprints, 20 sprints. Les sites web font ce qui rapporte du pognon et ce qui rapporte du pognon, c'est pas aujourd'hui dans la tête des gens la partie SEO. Ce qui est une connerie, mais bon, ça restera comme ça un certain temps, quoi. Ouais, je comprends. Ok, donc le produit a un job, la qualité, parce que c'est nécessaire d'avoir la qualité. Je commence à être en rate de questions. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser ? De quoi on n'a pas parlé ? On n'a pas parlé de comment on abordait les problématiques de remote aujourd'hui au quotidien. C'est peut-être intéressant à creuser. En fait, c'est intéressant parce que du coup, j'ai eu l'impression dans toutes les... J'y ai pensé plusieurs fois et en fait, à chaque fois, j'avais l'impression que dans le management, dans l'organisation des all hands, en fait, le remote n'était pas un problème, en fait, dans votre abord. Et c'est vrai que du coup, il y a quand même beaucoup de gens au bureau. Et pourtant, l'hybride en présentiel remote, c'est censé être le plus dur à accomplir. C'est quoi votre politique aujourd'hui ? Comment vous organisez pour être inclusif pour les gens qui sont pas au bureau, etc. Alors, la réponse va être un peu longue, mais c'est un sujet qui a. Je rajoute une question supplémentaire. Vas-y. La gare Saint-Lazare est juste en face. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent en Normandie du coup ? Ouais, on a des gens. En fait, on n'a pas choisi Saint-Lazare par hasard. Là, pour le coup, on s'est mis près d'une gare. Quand on n'était pas très loin de Saint-Lazare, on s'est encore rapproché. Là, on a changé de bureau il y a 3 mois. Ah oui, là, clairement, j'ai regretté d'être venu en trottinette. J'aurais pu prendre le métro là, à ce prix-là. Mais donc revenons un petit peu sur la partie remote. Première décision qu'on a prise, certaines cérémonies sont en full remote, fin de l'histoire. Même si tu es au bureau, tu mets ton casque et tu l'écoutes depuis ton poste. Donc la démo de fin de sprint et le Tech All Hands, on va les garder en full remote. Donc ça permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ce qui est le problème du côté hybride. Donc si tes cérémonies qui ramènent tout le monde sont mieux quand tu es sur place, il y a des gens qui ont payé le prix, qui sont tous les gens qui sont en remote. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est on a rendu explicite les modes de remote de chacun. On a dit, vous avez 3 possibilités, vous choisissez celle que vous voulez, on n'a pas de problème avec ça, mais on veut savoir. Et donc, tu peux être au bureau 4 jours par semaine, ou bien au bureau 2 jours par semaine, ou bien au bureau 2 jours par mois. Ouais. Et grâce à ça, tu peux planifier. Et donc, au départ, on pétait de trouille, et ce qu'on a du coup planifié, c'est ok, on va prendre tous les gens qui veulent être en full remote et on va les mettre dans la même squad. Et donc on a développé une première squad full remote. Et du coup, ils ont découvert eux-mêmes les modes d'organisation. Ils se font des soirées de jeux, par exemple, en remote. Ils se coordonnent pour venir au même jour pour pouvoir passer du temps ensemble aussi. Ça permet de combler le vrai problème du full remote qui est tu brainstormes pas en full remote, c'est très très compliqué. Si tu regardes les grands mouvements open source, ils ont périodiquement des get-together, 1 fois par an, 2 fois par an, 3 fois par an. Tu vas en trouver dans toutes les communautés. Et c'est là que les nouvelles idées vont apparaître. C'est là que les grandes discussions vont se faire. C'est pas là que tu fais ton bug fix. C'est pas là. Et en fait, c'est ce qui manque, c'est la partie brainstorm. Donc ça, on le reconstitue pour tout le monde en disant, là, il n'y a pas le choix, il faut être ensemble en train de discuter.
Et la deuxième phase qu'on a eue, c'était t'as des gens qui décident de basculer en full remote du jour au lendemain, entre guillemets, et dans ce cas-là, ils sont dans leur squad, comment ça marche? Et là, c'est l'endroit où on est encore en train d'apprendre. Le constat, c'est que ça marche. Et en fait, les gens qui sont du coup, qui viennent moins souvent au bureau, quand ils vont au bureau, ils vont pour des raisons précises. Même quand ils viennent 2 jours par semaine, en fait, sur ces 2 jours-là, ils font des choses un peu différentes des autres moments. Est-ce que ça veut dire du coup que tu travailles toujours avec des gens qui sont dans le même rythme que toi? Non. Ou il y a de la mixité quand même? Il y a des gens... Il y a de la mixité, mais si tu veux avoir quelqu'un sur le même rythme que toi, tu sais quand est-ce que tu pourras l'avoir comme ça. Ouais. C'est plutôt ça. Ouais, c'est pour pouvoir s'organiser, quoi. Ouais. Et au final, ça fonctionne très bien. On a une squad qui est vraiment hybride, qui est 50-50 entre des gens qui viennent au bureau et des gens qui viennent pas au bureau. Et on n'a pas d'histoire compliquée à raconter. Ça se voit pas sur les démos, ça se voit pas sur les tech-lens, ça se voit pas sur les séances de brainstorming. Ça se voit pas non plus sur l'organisation des sprints. On le fait le matin. Ça fonctionne. Ouais, toujours faire en sorte que les gens à distance soient des citoyens de première classe comme tout le monde. Ouais, alors on a publié des critères au départ pour le remote qui nous servent aussi de critères pour le reste. Et donc on a dit en gros, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Il faut que ton organisation te permette de travailler pour toi. Donc c'est le premier truc, quand tu bosses en full remote, tu as les bonnes conditions pour travailler. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Le deuxième, c'est ton mode de fonctionnement pénalise pas l'équipe et te pénalise pas. Donc te pénalise pas, on vient de le dire, pénalise pas l'équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es capable d'échanger, que tu vas être dispo sur Slack si c'est par là qu'on communique, que les moments où on peut avoir une conversation, ils sont connaissables, entre guillemets. Et donc c'est le deuxième point. Et le troisième point qui est le plus important, c'est tu sais encore partager tes connaissances. Et donc ça, on l'a écrit directement, on se fait une charte de télétravail, et dans les critères de succès, il y a tu sais partager tes connaissances. Donc comment tu les partages? Est-ce que tu fais un talk sur un tech-lens? Est-ce que tu fais du coaching et du peer programming avec des gens à des moments? On s'en fiche. Mais quand tu as ces 3 clés-là, en fait, que tu sois en remote ou pas, ça va marcher. Ouais, en fait, au final, ça a l'air facile. En fait, on a peut-être troué pendant 1 an et demi en se disant ça marchera pas parce que, puis au fur et à mesure que tu avais les confinements, les déconfinements, les machins, les trucs, etc., on s'est rendu compte que oui, c'est facile. Ouais. Alors, je pense qu'on avait la bonne culture au départ et que du coup, c'était assez compatible. Mais je serais très curieux d'avoir le feedback d'autres startups pour qui ça a été compliqué. Je soupçonne qu'on a plus de belles histoires que ce qu'on croit autour de ça. Je ne sais pas si c'est du feedback d'autres startups, mais récemment j'ai entendu un patron d'une PME de 400 personnes qui me disait j'ai 40% de perte de productivité si je passe en remote, quoi. Chiffre estimé au doigt mouillé par des gens experts. Ouais, je sais pas, j'ai mal pour eux, je comprends. Ils ont pas ce présupposé fabuleux des startups que les gens bossent parce qu'ils sont là pour ça, ils aiment ça. Donc ça fait une différence. Et ils ont peut-être pas non plus l'habitude de changer leur mode de fonctionnement en permanence qui nous est imposé parce que tout change autour de nous en permanence et du coup il y a des choses qui sont pas remises en question. Je pense aussi que il y a une sensation maintenant de boîtes qui sont un peu remote native, tu vois. Et en fait, on recrute des gens avec qui ça va bien se passer. Alors que, effectivement, si tu as déjà recruté 400 personnes et tu passes au remote, il y a effectivement des gens dans le lot avec qui ça va pas marcher. Mais ils sont encore là, qu'on peut pas... Est-ce que ça marche? Mon image fonctionne? Je suis en train de réfléchir à ce qui se passe pour une boîte qui aurait déjà 400 personnes. Si tu sais te remettre en question sans complexe, il faut que tu pètes tes modes de fonctionnement. Typiquement, tes routines de management sont pas les mêmes, mais vraiment pas les mêmes. Ouais. T'as plus la réunion d'équipe sous cette forme-là. Et il faut que tu la passes en remote par défaut, ou bien que tu demandes à tout le monde de venir, mais il faut vraiment se poser la question pour chacun des éléments que tu pratiques. Et si plus t'es gros, plus t'es structuré, plus t'es rigide, et moins tu vas réussir à faire ces changements. 400, c'est beaucoup déjà.
J'ai une dernière question, un mélange de feedback et d'étonnement à te donner, puis après j'ai un dernier sujet que je voudrais qu'on aborde. J'ai l'impression que finalement, tu vois, au niveau RH, déjà quand je suis arrivé, il y a beaucoup de RH chez vous par rapport à la taille de la boîte. Vous en rendez pas forcément compte, mais pour moi c'est un signal assez positif en général. Ouais. Et le deuxième sujet, c'est que, en fait, finalement, dans tous les process qu'on a énoncés, vous les avez pas non plus over-ingénérés, vous avez laissé de la place beaucoup pour l'informel et donc au final pour les gens. Et j'ai l'impression que quand on essaie d'over-ingénierer, d'over-formaliser nos process, en fait, à la fin, on n'arrive plus à les suivre, on n'arrive plus à les tenir. Et là, donc, vous cherchez j'ai l'impression que votre secret, c'est de trouver une zone de confort entre quelque chose qui est bien et suffisamment structuré pour qu'on ait tous les mêmes points de repère, mais qui soit aussi réalisable et tenable dans la durée pour les gens, quoi. Merci pour le feedback et la réponse c'est positive. Enfin, je vais donner un exemple très précis. Quand tu fais un post-mortem après un incident, t'as toujours la tentation d'empêcher l'incident de se reproduire. Et donc t'as toujours dans ton post-mortem une liste d'actions qui va sortir en disant si on fait tout ça, l'incident ne se reproduira jamais. C'est un mauvais post-mortem. Un bon post-mortem, il est pas là pour te protéger de l'incident à 100% à l'avenir, parce qu'il est vraisemblable que le coût là-dessus est trop important. Et en fait, la culture des process d'une boîte, c'est la même chose. Tu vises pas le zéro défaut. C'est trop compliqué. Tu vises un système qui va te rattraper le défaut avant qu'il t'explose à la gueule. Quand je disais tout à l'heure sur comment aider les gens à grandir, il faut les laisser s'écarter du chemin que tu penses être le bon pour qu'ils apprennent. C'est la même chose pour tes process. Il faut qu'ils soient suffisamment light pour que il y ait de la place pour l'improvisation. Et donc du coup tu vas pas te mettre des trucs trop longs sur les bras. C'est vraiment l'analogie avec le post-mortem, elle est complète, elle est parfaite et tout le monde la comprend. Si tu demandes à 8 personnes de relire le code pour vérifier qu'il n'y a pas une erreur qui t'a fait manger une fois parce que tu t'étais gouré sur une nature de paramètres et que maintenant c'est lu par 8 personnes, c'est fini, ta boîte elle est morte. Ouais. Donc on va juste dire normalement vous devriez pas le refaire, donc s'il vous plaît faites gaffe. C'est la première partie de ton post-mortem. Et la deuxième, c'est on va mettre un truc de monitoring là-bas. Lorsque le CPU dépasse 80%, faut que ça sonne. Et puis, c'est good enough. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Ça sonnera pour d'autres raisons, c'est très bien. Ouais, il y a donc, mettre un threshold. Et en fait, un bon post-mortem, c'est un post-mortem qui va populariser ou démocratiser ou déclencher de l'awareness chez les humains pour que les humains anticipent le problème la prochaine fois, c'est ça? Alors, d'abord, un bon post-mortem, c'est un truc qui dit, voilà la timeline de ce qui s'est passé. Ouais. Il n'y a jamais de coupable dans le passé, ça n'existe pas. Le passé, c'est le passé. Tu l'observes. Et du coup, ce que tu fais pour l'avenir, c'est juste de considérer le coût de ce que tu vas utiliser pour régler ton problème. Et si le coût est trop élevé, tu fais pas. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, donc ça peut être un threshold, mais c'est pas ça. Faut juste dire comment je le saurais plus tôt. En fait, la vraie question d'un post-mortem, c'est les deux questions traditionnelles. C'est est-ce qu'on aurait pu le fixer plus vite? Est-ce qu'on aurait pu le détecter plus tôt? C'est les deux grandes questions d'un post-mortem. Et là, est-ce qu'on aurait pu le détecter plus tôt? C'est le plus intéressant parce que si on aurait pu le fixer plus vite, la réponse est souvent non, sauf à un prix prohibitif, quoi. Ouais. Ok, c'est cool. Le dernier thème, la transparence des salaires. Quel est votre niveau de transparence, votre vision de la transparence des salaires? Comment ça marche chez vous? Alors, je communique beaucoup là-dessus, sur l'intérieur de l'ingénierie. Et donc voilà les éléments que je partage avec tout le monde. Le premier, c'est on a défini des niveaux de seniorité. Comme tout ce qui est discrétisé, un phénomène continu, c'est forcément arbitraire. Donc on a essayé de donner des critères faciles à comprendre. En gros, t'es un junior quand t'apprends à plus faire les mêmes petites bêtises. T'es confirmé le jour où t'es autonome sur des petits projets et tu peux commencer à coacher des gens sur ce que tu connais bien. T'es senior le jour où tu peux attraper un projet important dans ta squad et le tenir de A jusqu'à Z, seul ou avec des gens. Et t'es expert le jour où tu sais faire ça à cheval sur plusieurs squads. Voilà comment comprendre les niveaux de seniorité. Et après, ils sont déclinés, ils sont un peu plus expliqués à droite à gauche. Ensuite, il n'y a pas de secret, j'ai un range de salaire par niveau de seniorité. Et donc, je communique vis-à-vis des équipes sur plusieurs choses. Première chose, je leur ai montré l'an dernier tous les salaires de toute l'ingénierie. Comment j'ai fait ça? J'ai pris
un axe par niveau de seniorité. Donc, tu avais les juniors, les confirmés, les seniors, les experts. Ensuite, en ordonnée, j'avais le salaire de 0 à 150 000 et j'avais 1 point par personne. On ne disait pas qui était quel point, mais ça permettait à tout le monde de comprendre que la distribution des salaires qu'on a choisi, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc ça, c'est le premier élément de transparence. Ça consiste à dire, vous savez où vous êtes, vous pouvez repérer votre propre point, vous avez les points de tous les petits camarades autour de vous, et vous savez qu'on vous en fume pas, qu'il n'y a pas de machin, qu'il n'y a pas de truc. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait, et c'est comme ça qu'on vous le montre. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est les règles qui font évoluer ton salaire sont connues et publiques. 2 exemples. Les règles qui permettent de conduire à une promotion, c'est assez facile en fait. Comme on laisse les gens prendre beaucoup d'initiatives, on leur dit si ton niveau de seniorité il a évolué, on le voit déjà, on acknowledge. Ok, t'es au niveau de seniorité supérieure, c'est ça une promotion. Mais on dit aussi, c'est quoi le montant d'une promotion ? Et là, on est super précis. On a une règle toute bête. C'est toujours au moins 10% et t'es toujours dans le range supérieur. S'il faut t'augmenter de 30% pour que tu arrives dans le range supérieur, t'as 30% d'augmentation, qu'est-ce que tu veux qu'on dise ? La règle, elle est liée au niveau de seniorité. Donc ça, c'est la deuxième partie. La troisième partie, c'est que les règles d'augmentation en fin d'année sont également publiques. Et donc, comment ça fonctionne ? On a un système dans lequel comment tu as marché par rapport à ton niveau de seniorité et les résultats que tu as eu sur l'année, c'est un premier input. Et est-ce que tu es mieux ou moins bien payé que tes petits copains par rapport à ton niveau de seniorité, c'est le deuxième input. À niveau de performance équivalent, quelqu'un qui est moins bien payé aura une augmentation plus importante que quelqu'un qui est mieux payé. Et bien évidemment, à niveau de fairness égal dans les ranges de salaire, quelqu'un qui a plus de performance sera nettement plus récompensé. Et donc le système, il permet d'attraper un peu les inégalités de salaire d'un côté, tu vois, parce que ça converge à niveau de performance égal. Et puis, les gens qui se défoncent et qui marchent mieux que les autres, c'est le facteur dominant sur ces éléments-là. Est-ce qu'il y a de la rémunération exceptionnelle ou de l'incentive pour les ingés ? Ça peut être des bons, ça peut être une rémunération variable, des bonus. C'est pas la politique de la boîte ? Non. Moi, j'ai une partie de variable qui est conditionnée sur les résultats de la boîte et c'est normal. En fait, quand, à certains niveaux, je sais pas comment dire. Un salaire indexé sur le SLA ? Ouais, c'est un de mes critères. Pourquoi pas, hein. Ouais, c'est vrai, c'est un de mes critères. Qu'est-ce que ça représente un bonus ? Chez un sales, c'est la motivation pour aller faire son chiffre. Ouais. Et donc, c'est grâce à ça qu'il va rester actif, entre guillemets. Mais on n'a pas ce problème chez nous. Les gens, ils aiment bosser. Je sais pas comment dire. C'est sur quoi je mets le bonus. Soit je le mets sur les résultats de la boîte et j'ai une réponse très légitime qui est mais j'y peux rien aux résultats de la boîte. Je peux rien faire directement. C'est pas mon activité. Ouais. Et la réponse c'est si tu participes bien évidemment, mais effectivement c'est pas directement mesurable. Alors que chez un sales, oui, le revenu de la boîte qui rentre par la boîte, c'est la somme des revenus que les sales ont signés. Hein. Ouais. Soit c'est juste en fait des objectifs de progression que tu as, mais je veux pas les capturer par de mauvais. En fait, quand tu dis à quelqu'un je vais te récompenser si tu fais telle action, le système est automatiquement gamé. Bien sûr que je vais cocher la case à la fin de l'année. Ouais, parce que tu disais, il y a des gens qui sont dépassés, qui ont été exceptionnels cette année, ils vont avoir une augmentation, mais ça pourrait être aussi une rémunération exceptionnelle, tu vois, ça peut être un bonus aussi. Parce que ouais, mais alors, dans ma vision, les gens qui une augmentation, ça l'engage pas à être exceptionnel l'année d'après aussi. Oh, mais alors, j'aime pas le voir comme ça. Je pense qu'un bon prédicteur de succès pour l'année suivante, c'est quand même ce que tu as fait l'année précédente. Ça marche bien. Je joue l'avocat du diable. Ouais, voilà. Non, je suis pas pour. Je pense que les gens, ils sont en progression. Les gens, ils sont dans des métiers qui sont passionnants, avec un paysage qui change en permanence. Il y a plein d'opportunités d'apprendre. Et on est là pour bosser avec eux et pour les aider là-dessus. Il n'y a pas vraiment de dégradation du niveau de quelqu'un. Quelqu'un, quand il est en start-up, il monte. Donc une fois qu'il a atteint un niveau de salaire, il le garde. C'est légitime. Ouais, je comprends. Voilà. Est-ce qu'on peut résumer ton propos sur les startups ? Une startup, c'est une boîte qui grandit et qui a besoin que les gens y grandissent avec ? Ouais, c'est exactement comme ça que je le vois.
Et du coup, pour toi, quand on est tech, aller bosser dans une boîte qui grandit comme Botify, c'est une opportunité pour grandir aussi. Est-ce qu'on grandit plus vite, en fait? Tu vois, est-ce que c'est un accélérateur de carrière? Alors, je vais donner un truc qui est pas du tout traditionnel comme vision là-dessus. Je pense, et ça, whatever. Je pense que tout le monde va pas le voir comme moi. Quand je vois des profils qui arrivent pour du recrutement, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui est intéressant? Comment est-ce qu'on fait pour apprécier un profil? Et en fait, le nombre d'années d'expérience, le sacro-saint tel diplôme et tant d'années, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est la complexité de ce que tu as fait. Donc, à quelle vitesse tu as progressé, c'est lié au projet sur lesquels tu as bossé. Et il y a aujourd'hui, le bel endroit où tu vois ça, c'est les startups. Parce que quelqu'un qui a bossé en startup, il a nécessairement changé de métier 3-4 fois. On en parlait au tout début, en disant on a besoin de se renouveler. Il y a un autre endroit très très particulier. Les ESN, certaines d'entre elles, essaient d'avoir un bon niveau et font des missions assez variées. Donc, tu as des gens qui acquièrent par une voie qu'on considère pas, qui est un petit peu décriée dans la profession en général, parce que les gens sont pas traités avec la même culture que ce qu'on a en start-up ou en entreprise, mais c'est un endroit sur lequel il y a aussi une variété d'expériences. Donc, faut pas déprimer quand on est dans ces endroits-là. C'est des bons endroits d'où bouger, parce qu'on accumule de bons trucs. Faut juste pas rester trop longtemps dans l'émission. Il y a un sujet, on a un podcast qui a été publié il y a 2-3 semaines, enfin au moment où on enregistre 2-3 semaines, donc c'est plus que ça. Ouais. C'est le podcast où il y a Christophe et Anaël, c'est ça, et pas Annabelle, de Abside, et Christophe explique que lui, il a bossé dans l'assurance pendant super longtemps, ouais. Et après il est revenu dans le SN, parce qu'en fait, il développait une expertise, enfin je sais pas exactement ce qu'il dit, je le paraphrase, j'ai l'impression qu'il a développé en fait une expertise sur le métier, le domaine avec lequel il travaillait, et au bout d'un moment, du coup, ça avait plus de valeur que son expertise sur la techno, sur la tech, et il est revenu en ESN pour changer ce paradigme-là. Et du coup, se détacher de sa connaissance du métier, travailler sur d'autres métiers, et rechallenger sa connaissance technique, en fait. Ouais, ça met bien en avant l'élément que j'évoque, où c'est un des endroits où tu peux changer tes missions. Donc, ce renouvellement que les startups t'apportent, tu peux le trouver d'autres façons. Ce que tu racontais sur, en fait, je suis dans une boîte classique PME, je suis dev Android et je vais le rester. Ou dans une agence où je fais la même chose de façon très répétitive. Où est-ce que tu peux échapper à ça? C'est ce type de possibilité. C'est plus facile en start-up en toute objectivité, hein. Enfin non, en toute subjectivité, mais c'est le business dans lequel je suis. Le sujet, du coup, si tu as fait le choix d'aller en PME ou en agence web, et c'est pas forcément un mauvais choix, c'est qu'en fait, tu es quand même obligé de changer de boîte pour changer ta REM souvent. Et c'est pour ça que du coup, tu sautes de boîte tous les 2-3 ans, quoi. Et Joker, j'ai toujours été dans des boîtes où les progressions de salaire étaient faciles. Enfin, même Microsoft, on peut taper, mais Microsoft a ses différents programmes pour essayer de faire monter les gens. Ils ont une vraie culture vers les gens. Ouais. Malgré leur taille. Et donc j'ai toujours été dans ces environnements-là. J'ai pas vécu l'environnement où ta capacité max d'augmentation elle est définie par l'inflation plus tant de pourcents et puis fin d'histoire quoi. J'ai jamais vécu ça. Bah ouais, mais pourtant t'arrives à le concevoir un petit peu. Tu vois, l'idée c'est que on fait des sites web à 50K. Ouais. On peut pas payer les gens 100K quoi. Ça marchera pas. Ouais, mais je comprends très très bien. C'est juste que c'est pas le parcours que j'ai eu. J'ai vraiment tout fait en startup. Ouais, c'est intéressant aussi ce que tu dis. Microsoft c'est une grosse boîte, mais c'est aussi une boîte qui est là depuis longtemps. Donc s'ils investissaient pas dans les gens, ils auraient pas tenu dans la durée aussi longtemps, non? Est-ce que ce raisonnement-là, il marche, tu vois, quand t'es en train de choisir ta carrière, tu choisis les boîtes autour de toi, tu évalues les boîtes, est-ce que tu observes ça, tu te dis, attends, c'est une boîte qui reste dans le même métier, qui a su pivoter, etc. Ça marche pas comme ça. Enfin, ça marche pas si simplement. Non, là, avec un peu de recul, je pense que la taille des boîtes, ça a beaucoup de sens, et moi, je suis capable de la comprendre jusqu'à quelques petits milliers de personnes. Criteo, c'était, j'ai fait des boîtes de 140 000 personnes, mais de 10 personnes jusqu'à 1500 personnes, tu vois les problèmes, et donc ça peut être intéressant de choisir selon la taille de la boîte. Ouais. Au-delà de ça, c'est incompréhensible. Au-delà de ça, c'est ex-France Télécom, Orange, Thales, toutes ces très très grosses boîtes. Combien il y a de départements, combien il y a de cellules, combien il y a d'organisations parallèles, tu peux pas du tout projeter quelque chose. Donc pour moi, les tailles de boîte cessent d'avoir du sens, je te dis, à quelques petits milliers de personnes. Ça marche. Nous, on a eu la première fois cette année des clients qui nous disent, non, en fait, on est en train de fermer l'IT, donc on va pas renouveler.
Vous faire mal ouais, en fait, on en a plus besoin. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. Ça n'arrive pas dans les petites boîtes, ça. Voilà, je parlerai pas des clients que j'avais avant tout ça, mais effectivement, j'ai vu des choses comme ça. Bah, ça se fait de vendre ces logiciels. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu veux une tribune, le mot de la fin? Il y a quelque chose, un sujet sur lequel tu voudrais t'engager, un message à faire passer à tous les auditeurs? On a 1h07, les gens qui écoutent jusque-là, c'est forcément des gens qui ont bien aimé t'entendre. Désolé pour le côté politiquement correct, mais je vais en parler, c'est super important. Chacun choisit ses petits combats. Dans la diversité, j'en ai un très spécifique en informatique, c'est la place des femmes. Aujourd'hui, il y a deux choses qui font qu'on perd du monde en permanence, et c'est pas celle qu'on imagine. Quand tu vois les études, quand tu vois les gens qui sortent d'école, quels que soient les cursus, t'as une proportion, une mixité qui est tout à fait correcte. Donc c'est quoi les endroits où on se fait tacler? C'est quoi les endroits sur lesquels les femmes quittent ce milieu-là? Et pour moi, la réponse, elle vient de nous énormément. L'attitude en SS2I, start-up, PME, whatever, est la même partout. Il y a un côté programmeur qui était très très présent et qu'il faut faire baisser. Donc ça, c'est le premier élément. Et ça, c'est de nous en tant que tech au quotidien, comment est-ce qu'on accueille les gens. Et le deuxième côté, c'est la partie RH qui sait pas du tout accompagner ces trucs-là. Et donc, tant pis, la partie RH, personne ici, là, dans ce podcast est vraiment là-dessus. Mais par contre, sur l'autre partie, on a fait des talks absolument passionnants quand on était sur les Tech Hollands. On a parlé des règles et on a parlé du fait que tu fasses la gueule. On a parlé on a parlé de toutes les différences entre hommes et femmes au quotidien ici chez Botify. Il faut que les boîtes prennent l'habitude de comprendre les différences de rythme, de fonctionnement et les acceptent et fin de l'histoire. Et aujourd'hui, il y a un silence aveugle autour de tout ça, une culture qui est un tout petit peu toxique et du coup, les femmes se cassent de l'informatique juste au moment où elles y arrivent. Il y a de ça. C'est intéressant, moi aussi, c'est une de mes collègues, quand elle est partie, qui a fait remarquer, ou même elle a écrit sur le blog une fois, j'ai pu dire à mon manager, à Damien, que j'étais pas en forme aujourd'hui parce que j'avais mes règles. Enfin, moi, j'ai des collègues masculins qui me disent je suis pas en forme aujourd'hui parce que j'ai la gueule de bois. Je leur reçois de la même façon, quoi. Voilà, c'est parfait. Merci. C'est pas comme si je pouvais y faire quelque chose. Tu veux un Doliprane, voilà, c'est tout. Hein, mais est-ce que t'as besoin de te reposer? Enfin, je peux rien y faire et on va pas forcer les gens à bosser plus fort alors qu'ils se rendent pas bien, quoi. Ça me paraît normal. Très bien. Voilà, petit message à tous les gens qui écoutent. Tout ça, c'est normal et une fois qu'on le sait, ça marche très bien. C'est de l'empathie. Ok, super cool. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'au bout, pensez à remplir l'enquête. Il me reste encore 7 interviews à enregistrer pour finir cette saison. Donc n'hésitez pas à compléter l'enquête We Love Devs pour que j'ai des questions à poser à ces 7 derniers invités. Et ce seront les dernières questions et ce sera les derniers témoignages de l'enquête qu'on pourra rentrer dans le livre de We Love Devs à la fin. Donc n'hésitez pas à remplir tout ça. Et encore merci beaucoup Pierre. Oui, si Pierre. Merci d'être venu jusqu'à Botify et à Saint-Lazare pour faire ça. En vrai, j'ai l'impression que je suis arrivé avant tes collègues, des collègues parisiens qui sont arrivés après moi au bureau. C'est possible. On n'a pas parlé des horaires de travail. Ça m'arrive. Non, en vrai, ça m'arrivait déjà avant quand je travaillais à Paris. Moi, je me lève à 7h et puis j'arrive à 8h, à 9h au bureau. Donc, ouais. Ça marche. À bientôt. Au revoir. Salut.